Uh. Yeah. Uh. Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri et aujourd'hui on va parler de triathlon longue distance, très longue distance même. On reçoit Géraldine Lemerreur et on va parler d'un défi hors norme, celui qui consiste à courir 140 km, de traverser la Manche à la nage sur environ 35 km et de terminer par 290 km à vélo jusqu'à Paris. Vous avez peut-être reconnu cette épreuve, ça s'appelle l'Enduroman et c'est un triathlon extrême qui repousse, vous l'avez aisément compris, les limites du corps et de l'esprit. Depuis sa création en 2021, moins d'une centaine d'athlètes a réussi à boucler cet exploit. Et dans cet épisode, on a la chance de recevoir l'une d'entre elles. Géraldine, c'est une athlète hors du commun qui a réussi à relever ce challenge incroyable. Elle va nous parler de son organisation minutieuse le jour de la course, mais aussi de sa préparation en amont, et elle va tout nous dire sur cet exploit. Alors, comment on s'entraîne pour une épreuve comme celle-ci ? Quelle place joue la prépa mentale à l'entraînement et pendant la compétition ? Et surtout, qu'est-ce qu'on ressent au milieu de la Manche, après 14 heures à nager dans une eau glaciale et à lutter contre les courants ? Bon, Géraldine va nous partager tout ça sans filtre. C'est un épisode, vous vous en doutez, hors norme XXL, une leçon de détermination et d'audace, et j'espère que ça en inspirera plus d'un et plus d'une d'entre vous. Et juste avant de démarrer cet épisode, nous sommes début avril, la saison des courses approche à grands pas, et si vous n'avez pas encore lancé votre préparation, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et pour ça, on a toujours une offre exclusive pour les auditeurs du podcast, 5 semaines d'entraînement totalement gratuite sur l'appli OpenTree. 5 semaines pour structurer votre entraînement, progresser, tester le service et voir s'il vous convient, avec des séances adaptées à votre niveau, un programme pensé pour monter en puissance jusqu'à votre prochain triathlon et un accès à l'appli sans aucun engagement. C'est le moment parfait pour débuter une préparation structurée et arriver en pleine forme le jour J. Pour profiter de cette offre limitée, vous avez juste à vous rendre sur opentree.fr et utiliser le code DEVENIRTRI. Tous les détails sont dans la description de cet épisode et j'espère vous retrouver nombreux dès la semaine prochaine pour démarrer notre entraînement. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Géraldine et Hermano. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on reçoit une triathlète et même pas que triathlète, elle est enduro woman, mais bon, on a comme de dire quand même enduroman, que ce soit des hommes ou des femmes. Je suis très heureux de tendre le micro à Géraldine Lemerreur. Salut Géraldine. Salut Armano, merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Comment t'appelles ? Géraldine, GG, t'as un petit surnom, tiens ? Ouais, j'ai un surnom et on m'appelle G. Bon, eh ben écoute, G, si ça te va, on va faire le podcast comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de soleil qui passe par la fenêtre derrière toi, mais où es-tu, G ? Alors, ça fait 10 ans qu'on s'est installé avec mon conjoint sur l'île de la Réunion. Ça fera 10 ans en juin. Oh, c'est sympa la Réunion. Alors, les triathlètes connaissent peut-être un peu, notamment la 03000, mais c'est surtout les ultra-trailers qui connaissent très, très, très bien la Réunion. Pour la Diagonale des Fous, et en particulier sur le Grand Raid, avec pas mal de courses qui sont emblématiques. Ça se passe tous les ans et c'est en octobre. Bon, écoute, un jour, peut-être, j'irai. Pour l'instant, je suis pas encore à fond dans le trail. J'ai encore quelques trucs à faire sur des grandes lignes droites, mais le trail, peut-être. Toi, tu as fait aussi pas mal de lignes droites. Enfin, en tout cas, t'as tracé des lignes. Je le disais en intro, tu es enduro woman. Avant qu'on rentre sur ce sujet-là, je te laisse peut-être te présenter. Dis-nous tout. Qui est Géraldine ? Alors, je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans. Comme je disais tout à l'heure, on s'est installé il y a une dizaine d'années à La Réunion avec mon conjoint. Je suis originaire de la côte landaise, plus particulièrement d'Hossegor, mais j'ai pas mal voyagé avant. J'ai vécu 9 ans à l'étranger. Je suis responsable de zone export pour un groupe qui s'appelle Bell, qui commercialise des chouettes marques comme la Vache qui rit, Babybel, Popbot. Et j'ai 2 petites filles. Je suis maman de 2 petites filles qui vont avoir 4 et 8 ans. Excellent, excellent. T'étais où à l'étranger quand tu as fait 9 ans à l'étranger ? Ouf, j'ai fait l'Amérique latine pendant 1 an et demi, alors Cuba et Mexique pour les plus exotiques. Et après, j'ai fait du Benelux, la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande, l'Écosse, les Pays-Bas. Voilà, à peu près. Waouh. Et le Luxembourg, ça t'a laissé quel goût, quelle impression ? Un plafond bas, très gris, pas beaucoup de soleil. C'était en hiver, forcément. Oh.
Non, des gens très, très sympas, chaleur de vivre, etc. Il faut être intégré. Donc, il faut avoir 2-3 potes luxembourgeois qui aident beaucoup. Mais c'est une destination très sympa. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est vrai que le plafond bas et gris, c'est juste pendant l'hiver, donc en gros pendant 11 mois au Luxembourg. Moi, j'y ai passé 16 ans, donc je connais bien et j'ai quelques regrets d'avoir quitté. Ouais. Écoute, on n'est pas forcément là pour parler de nos tribulations à travers le monde, même si ça fait partie de la présentation de notre invité. Je le disais, tu es enduro woman. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour aller te frotter à cette expérience? Alors déjà, on ne dit pas enduro woman, c'est vraiment enduro man. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, mais, Nous, moi, on a j'aime bien. Je sais, j'ai vu. L'idée m'est passée par la tête par une personne que tu connais bien, qui est Marine Leleu. Et c'est vraiment en découvrant sa vidéo à la sortie de la Manche, je suis sûre que vous voyez très bien la vidéo dont je parle, elle est emblématique, cette vidéo-là, où je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je connais très bien Marine, je la connais un peu, hein, épisode 303 qu'on a enregistré sur le podcast Devenir triathlète, mais c'est vrai que c'est un personnage assez sympa. Ouais, enfin, entre voir une vidéo et puis avoir envie et surtout se lancer, il y a quand même un monde. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment par la tête pour aller jusque-là, quoi? Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de sport, ça choque un peu tout le monde. J'ai fait 12 ans de golf quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai eu une longue période d'arrêt pendant mes études où j'ai pas mal bourlingué à droite à gauche et j'ai voyagé et j'ai pas du tout fait de sport. Et puis, Paris, une vie sédentaire, 2014, je me retrouve sur un plateau d'une grosse boîte qui à l'époque s'appelait PepsiCo. Avec une de mes collègues, on avait pris pas mal de poids, une bonne dizaine de kilos. Et on s'est dit, ah non, mais ça peut pas continuer comme ça. Imagine dans 10 ans, c'est bon, c'est fini, on est sédentaire, on n'aura même pas 40 piges, ça peut pas continuer comme ça. Et en fait, on s'est mis à courir entre midi et 2. Et la première fois que je saute les baskets, je fais 20 minutes. Et elle me dit, elle se retourne à un moment donné, et elle me dit, mais Géraldine, on va appeler les pompiers, mais tu vas crever, mais c'est pas possible. Et puis du jour au lendemain, un dossard, le semi de Boulogne, en amenant un autre. Voilà, moi je suis tombée dans l'histoire des Ironman un peu par la course à pied. Et notamment juste avec une envie qui était de perdre du poids. Ouais, c'est une bonne excuse. Alors, je sais pas si quand on fait de l'endurance, on va vraiment perdre du poids. Alors oui, on s'assèche, mais surtout, on gagne en muscle. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'entraînement. Ça a duré combien de temps, justement, cette découverte du sport, tes premiers triathlons, tes premiers Ironman, et puis après, le moment où tu passes le pied vers l'idée d'aller sur l'enduro? Alors, je suis pas un très bon exemple. Hein. J'ai pas fait les choses tout à fait dans l'ordre. Donc, j'ai fait un premier semi en 2014, puis plus rien jusqu'en 2018. J'ai eu ma première fille en 2017. Et 2017, donc j'accouche en avril d'une petite Louise. Et j'avais un boulot à responsabilité dans une PME locale, donc directrice commerciale. Et je me levais le matin et j'avais un espèce de tunnel. Et pourtant, j'étais à La Réunion, donc tunnel sympa, tu vois, avec la mer à gauche et les montagnes à droite. Où globalement, j'arrivais sur mon lieu de travail dans une usine. À 6h30, 7h le matin, j'avais déjà déposé ma fille à la crèche. Je bossais 12 heures, je la récupérais et je me couchais. Et un matin, je me suis dit non, en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas possible, voilà. Donc, je me suis inscrite un peu par défi, alors que j'étais complètement hors de forme à mon premier Alpha Ironman à Aix. Et puis, j'ai rencontré une première personne. Évidemment, ça me paraissait évident. Non, mais à cette époque-là, il faut savoir que le triathlon à La Réunion, c'était un peu compliqué parce qu'on a quand même la crise requin. Donc, il y a très longtemps, les vrais triathlètes de chez nous nageaient en pleine mer. Et c'est une période qui te raconte, ils ont des étoiles dans les yeux et tout. C'était assez emblématique. Mais il y a eu un espèce de vide où il y avait quasiment plus rien. Il y avait beaucoup de trails, beaucoup de courses. Mais en termes de triathlon, parce que l'accès à la mer était plus compliqué, là, tu n'avais plus grand-chose sur le papier. Donc, tu avais 2 M qui se baladaient à droite à gauche en mai-juin, mais tu n'avais pas la 03000, tu n'avais pas le Tri-Runman qui est maintenant en juin, tu n'avais pas les courses intermédiaires. Donc, si tu voulais faire un truc un peu sympa, il fallait sortir. Donc, je me suis levée un matin, je me suis inscrite. Je me suis dit, bah, ça serait quand même pas mal que tu te mettes à faire 2-3 trucs à côté, idéal, voilà, accessoirement. Et voilà, à 500 mètres de mon travail, il y avait une salle de crossfit. J'ai rencontré un coach qui s'appelle Pierre m'a remis le pied à l'étrier. Je me suis entraînée avec des gars à l'époque, parce qu'il y avait que ça dans la salle, voilà, une dizaine de mecs. Et 3 mois après, je fais mon premier half, qui est un half un peu emblématique, puisqu'il y a 500 abandons. Je ne sais pas si voilà, mais Aix en 2018, il faisait très, très froid, on a eu de la grêle, etc. C'était assez compliqué et très, très dangereux à vélo. Je passe cette ligne d'arrivée, je me dis, OK, je ne m'arrête pas là.
Mon conjoint me voit rentrer, il me dit putain, je sais qu'on a foutu les deux doigts dans un truc là, on n'était pas prête de t'arrêter et c'était parti quoi. Donc de là, premier Ironman en 2019, deuxième en 2019, Covid, je change de mode d'entraînement, je me trouve un entraîneur pour le coup parce que je m'entraînais solo. Et puis je me suis inscrite direct 2 mois après, il m'a donné son accord et on a fait le nécessaire pour faire les formalités pour s'inscrire en enduro et c'était parti. Qu'est-ce qui t'a accompagné dans cet entraînement? Bon, c'est une question, didactique et pas rhétorique parce que je connais déjà la réponse, évidemment. Alors, il s'appelle Joël Hauss, c'est le papa de David Hauss, qui est un trailer un tout petit peu connu, puis un Olympien de Londres en 2012, ouais. Qui a accepté le défi de me suivre. Alors, il ne le savait pas au début. Au début, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'entraîner, s'il te plaît, pour un 100 km dans le désert? Il m'a regardé courir, il m'a fait ouais, ça va être sympa. Et puis 3 mois après, j'étais inscrite en enduro et c'est lui qui m'a suivi vraiment de juin 2020 à la fin de l'enduro. Comment s'est passée la prépa? Ouf, elle est dure cette question. Qu'est-ce que tu entends par comment s'est passée la prépa? C'est vrai que non, on n'a pas donné de date, mais déjà ton Enduroman, quand est-ce que tu prends le départ officiel? Et puis entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps? Par quelle phase tu passes? Que ce soit en termes d'entraînement, mais aussi psychologiquement, et tout ça depuis La Réunion, évidemment, là où il fait la même température que dans la Manche. Donc je m'inscris en juin 2020. J'ai un dossard assez rapidement avec l'organisatrice qui s'appelle Claire pour 2023 et petit contretemps, je tombe enceinte de ma deuxième fille. Voilà, léger contretemps qui arrive en mai 2021. Donc, globalement, la prépa, on a vraiment commencé, j'ai envie de te dire, juin 2021. On aura mis 3 ans. C'était voulu. Pour plusieurs raisons. Un, monter en capacité au fur et à mesure parce que je partais quand même de très, très loin. Et puis, deuxième chose, pour s'entourer tout simplement parce que l'enduroman, c'est pas une course solitaire du tout, c'est une course avec son staff et qu'on sait très bien et il le partage vraiment aisément. Edgar est clair, si tu n'as pas le bon staff, tu rates. Ouais, c'est pas une course solo. Non, c'est une course en staff. C'est staffé, c'est une course en équipe quasiment. Ouais, je ne dirais pas le contraire. Hein. C'est vrai que sur ma traversée de la France en courant et en nageant un peu, j'étais seul sur la route, mais en réalité, j'avais mon entraîneur qui faisait des petits sauts de puce de 10-15 km pour me ravitailler, le soir, qui s'occupait un petit peu de moi, qui préparait les affaires, etc. Donc c'est sûr que c'est pas ce genre d'aventure, oui, tu es le seul sur la route, dans l'eau, sur le vélo, mais en réalité, tu n'es jamais vraiment seul. Et même dans la prépa, il n'y a pas qu'une seule personne qui est là pour te préparer. Justement, tu parles du staff. On fait un petit arrêt là-dessus, un instant. Enfin, qui elles sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, et puis pendant l'enduroman, quel était leur apport? Alors, moi, j'ai choisi volontairement un staff un peu large parce que, comme tu l'as très bien dit, on vient de La Réunion et je savais que j'avais 2 ou 3 difficultés supplémentaires, notamment logistiques, que des métros, par exemple, n'ont pas forcément. Donc, Joël est là depuis le tout début. Ça a été vraiment l'angle et la pierre angulaire de tout. Et après, au fur et à mesure, on a constitué un staff. Puisque, on va dire, la première année, il faisait absolument tout. Et un jour, il s'est réveillé, il a dit stop, quoi. C'était pas possible pour lui d'avoir le rôle de préparateur mental, préparateur physique, kiné qui réagisse les bobos, nutritionniste parce que c'est hyper important et on va en parler, mais tu as besoin de prendre de la masse de manière assez drastique pour la manche. Voilà, donc on s'est organisé un staff et puis j'ai fait des rencontres au fil de l'eau. Tu sais comment ça se passe, des courses, des rencontres un peu d'opportunisme qui font que mon staff était composé de 5 personnes et de 2 qui sont restés à La Réunion. Donc, j'ai été suivie par une personne en nutrition qui s'appelle Thibaut, qui est kiné de métier et qui s'est passionné pour la nutrition et tout ce qui va avec. Donc, c'est lui qui s'occupait de ça. J'avais un préparateur mental qui s'appelait Sébastien Coupi, qui lui est champion de La Réunion en parapente, qui a fait Maurice à La Réunion en kitesurf. C'était le premier à le faire. Du coup, qui avait l'habitude de ce genre de défi-là. Et en termes logistiques aussi, nous a énormément apporté. Mon conjoint, parce que c'était une évidence qu'il allait faire partie du staff et qu'il serait présent pendant l'épreuve, qui m'avait mis un stop en me disant « c'est OK ». Parce que lui, je pense qu'il se rendait vachement plus compte de moi de certains aléas pendant les petits aléas, on en parlera tout à l'heure. Je veux qu'il y ait un médecin sur la course.
parce que le seul frein que tu auras, c'est ta santé. Et à partir du moment où ça deviendra compliqué, on arrêtera tout. Et je sais que tu t'arrêteras pas seul. Ça, c'est un gros point. Donc, on a inclus Audrey Larivière, qui est mon médecin et qui est mon amie, qui est triathlète, qui est maman de 2 athlètes de haut niveau aussi en natation synchronisée et en triathlon. Maman de Milan Larivière, qui fait des carrières à Poissy là, en ce moment en junior. Et mon préparateur physique et mon kiné qui s'appelle William. Donc, un staff extrêmement complet qui ne s'est pas créé du jour au lendemain, puisqu'ils sont venus au fur et à mesure s'ajouter à l'aventure. Mais volontairement, ouais, c'est un staff assez large. Comment tu les as embarqués dans l'aventure? C'est drôle, on me la pose souvent cette question. Je crois que j'ai rien fait de particulier. On me décrit de manière assez passionnée, c'est-à-dire que je parlais du truc et moi je vivais enduro un peu, mais comme je pense tous les athlètes. Et je pense qu'il n'y en a pas un seul, même ma meilleure amie du coup qui est venue s'ajouter au cours de l'épreuve et qui en rêvait. Mais ils ont tous mis moins de 10 secondes à me dire oui. Le jour où je leur ai posé la question, parce que c'était un peu formel en plus, machin, mais tu voyais la lumière et les étoiles briller dans les yeux, tu avais l'impression de leur offrir un truc de fou. Alors que moi, j'étais juste en train de me dire, bon, je vais constituer mon staff, il faut que ça soit efficace. Ouais, les gens se sont embarqués tout seuls dans l'aventure, je crois. Comment est-ce qu'on coordonne tout ça? Alors, la question derrière, l'idée derrière ces questions-là, c'est aussi, si on a des auditrices, des auditeurs qui veulent se lancer un challenge, et sur un challenge, on ne parle pas forcément de l'enduroman, on ne parle pas forcément de faire le tour du monde en courant ou en vélo. Déjà, juste peut-être aller sur un premier triathlon, c'est un challenge, et quel que soit le niveau, entre guillemets, de l'épreuve ou du défi, il faut quand même être accompagné. Du coup, comment tu arrives à engager et à mettre en lumière toute cette équipe-là? Est-ce que ton prep mental parle avec ton prep physique? Est-ce que ton prep physique et ton prep mental parlent avec le médecin? Comment est-ce que tu mets tout ça en lumière? Alors, c'était le plus compliqué, c'était la communication et que tout le monde soit sur le même fil rouge et au même moment. En fait, il y a des différentes énergies dans un groupe qui sont flagrants, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes vies au même moment. Donc, il y en a qui peuvent avoir un petit coup dur quand d'autres sont hyper high et l'inverse. Donc, il fallait niveler. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est qu'on a organisé des réunions qui étaient assez régulières, tous les 2-3 mois, je ne sais plus comment on opérait, mais pour faire en sorte de garder tout le monde à bord tout le temps. Il y avait systématiquement une piqûre de rappel et on a inclus les gens. Donc, ils avaient tous leur rôle en fonction de leurs compétences. C'était hyper important. Et au-delà de ça, il y avait des groupes WhatsApp, parce que WhatsApp est un outil incroyable, sur lequel on communique de manière efficace tous les jours au quotidien et sans aucun frais ou coût, ça ne coûte pas. Et où les gens, du coup, continuaient à alimenter cette envie d'eux. Et du coup, ça te forge une équipe, en fait, de faire ça. Après, on organisait des team building sur des choses qu'on n'avait jamais fait en groupe, sur des trucs un peu spécifiques pour permettre de renforcer les liens également. Et après, il y avait surtout une communication entre mon prep physique, mon prep mental et Joël, pour faire en sorte que je sois au bon endroit au bon moment. Et quand il y avait un petit coup dur, il y en avait un des 3 qui était là pour me récupérer par la culotte, quoi. C'est pas maintenant qu'il faut la perdre. Maintenant qu'on a posé le décor un petit peu, qu'on voit comment tu as articulé tout ça, comment tu découpes le projet avec Joëlos pour pouvoir arriver au bout? Au début, j'imagine que tu cours pas encore 180 bornes non-stop. J'imagine que tu nages pas encore 30-ish kilomètres dans la Manche toute seule. D'autant plus qu'à La Réunion, il y a quelques requins, on l'aura compris, donc tu dois pas faire beaucoup de sorties seul. Et puis nager avec un néo, c'est pas la même chose que nager en maillot de bain dans les eaux tropicales. Et puis, comment vous construisez le planning d'entraînement? Alors, je ne sais pas exactement comment il l'a construit. Je pense que je ne le saurai jamais parce qu'il avait un fil rouge et qu'au fur et à mesure de l'évolution, il me disait toujours on voit la semaine, limite à la séance et on avise. Donc, moi qui voulais un planning pendant un an en me disant le samedi 11 novembre 2048, je veux savoir ce que je fais. On n'a pas du tout fonctionné comme ça. Il m'a juste demandé 2 trucs. 1, de lui faire confiance et 2, de mettre de l'intention dans chaque séance qu'il me demandait de faire. Ça a vraiment été le fil rouge. Après, là où j'ai trouvé ça très sympa, c'est que chaque année, je lui proposais un certain nombre de courses où il disait oui ou non. Alors, je me suis pris autant de non que de oui, parce que j'ai souvent quelques idées un peu farfelues. Mais globalement, en 2023, on savait qu'on devait valider absolument un swimrun très long, plutôt froid, et que derrière, j'allais faire une course 100% autonomie sur du très, très, très long, sans aucun staff, pour me mettre en difficulté. Et donc ça, au fur et à mesure, il me disait oui, alors on y va, là on n'y va pas, voilà pourquoi, là tu dois en être là, voilà.
Et puis, la dernière chose, et qui est très importante à comprendre, c'est que le point de validation, et là où on a entrevu que c'était possible, c'était le stage à Lanzarote. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, il y a un stage obligatoire à Lanzarote où tu valides 6 heures en eau froide entre guillemets, parce que Lanza, c'est pas du tout froid, mais qui te donne quand même une bonne intention de savoir si tu es dans la plaque ou pas. Et Claire et Edgar, qui sont les organisateurs, sont des gens extrêmement directs, voire un peu froids. Donc, tu vois direct si ça passe ou ça casse. Enfin, tu sens si tu es à ta place ou pas du tout. Donc, voilà comment c'est vrai qu'on a un peu parlé d'Enduroman déjà sur le podcast. Il y a eu Marie Neuneu, il y a eu Thomas Austré, il y a eu Cyril Blanchard. Donc on commence, et j'en oublie certainement. Il faudrait que je fasse mes devoirs, que je repasse en revue les 400 invités du podcast de temps en temps pour me rappeler chacune et chacun. Mais ouais, on en a un petit peu parlé. Mais justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir avec toi là-dessus. Ce stage, on l'aura bien compris, qui est organisé par l'équipe d'organisation de l'Enduroman pour pouvoir valider tes compétences, ton expérience. Avant d'arriver sur tout ça, comment tu avances dans ton entraînement? Ça a duré plusieurs années, vous avez fixé des objectifs intermédiaires. J'imagine qu'il y avait des objectifs plaisir aussi dans les compétitions que tu fixais, que tu validais ou pas avec ton coach. Comment tu t'es vu progresser pendant toutes ces années, surtout en sortie de grossesse, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on pourrait aborder. La grossesse chez la femme a des impacts aussi bien bénéfiques que difficiles à accepter et à absorber, mais ça booste quand même aussi pas mal le corps humain, non? La grossesse, c'est pas une période facile, surtout quand tu aimes être mobile. Donc forcément, il faut faire plus attention. Alors, c'est pas une maladie, hein. Moi, je le répète souvent autour de moi. C'est ce que ma femme m'a souvent dit, ça. Je suis pas malade. 4 grossesses. Mais 4, oui, voilà. Toi, vous avez poussé le curseur loin. 4. Non, moi, 2, déjà, c'était… Non, au-delà de la blague, tu vois, il y a des gens… je crois que la veille, je faisais de l'assaut bike avec Joël. Et Joël avait systématiquement ma montre dans la main et j'avais un capteur de fréquence cardiaque. Et mon médecin de l'époque, parce que j'étais suivie, mon gynéco m'avait dit, il me connaît très bien, la seule limite que je te donne, c'est une pulse. Tu fais ce que tu veux dans ta pulse, tu ne dépasses pas cette pulse-là, parce que sinon, on va être fâchés tous les deux. Et donc, la veille de mon accouchement, si tu veux, et puis en plus, j'avais un gros bébé, parce que mes 2 filles sont à plus de 4 kilos, donc plutôt des gros gabarits. Ouais, sont nées en pleine forme et elles ont beaucoup d'énergie à l'heure actuelle aussi, on se demande d'où ça vient. Mais je suis restée extrêmement mobile. Et Joël a systématiquement veillé à ce que je ne perde pas trop, entre guillemets. Donc, une semaine après, j'étais capable de marcher 5-10 km à une allure qui était très correcte, et ce qui m'a permis aussi de revenir facilement à l'entraînement. Mais en étant sportive, normalement, une grossesse, globalement, ça se passe bien. Ouais. Bon, il y en a, je ne sais plus avec qui je parlais encore ce week-end, mais il y en a jusqu'à la veille de l'accouchement qui sont encore en train de courir un 10 km, quoi. Et c'est pas forcément mauvais pour le bébé ni pour la maman, tant que tout est sous contrôle et qu'il n'y a pas d'alerte particulière. En fait, et que c'est une habitude. Hein. C'est-à-dire que si tu n'as jamais couru 10 km de ta vie, je te déconseille d'aller courir 10 km avec ton ballon de 9 mois. Voilà. Forcément. Forcément. Mais du coup, sortie de grossesse, comment est-ce que tu te vois progresser dans ta préparation? On avait tout adapté, mais il y a une période quand même relativement compliquée parce qu'il y a eu césarienne sur ma deuxième petite fille qui n'était pas forcément prévue et ça laisse des séquelles parce que c'est une opération en plus d'une grossesse. J'ai repris sur tapis. Donc, ensuite, ma fille était dans son couffin et au début, j'ai marché. Mais pendant des semaines et des semaines et des semaines, et avec la validation kiné, parce que on a retravaillé aussi les abdos, on a fait de la réduction, etc. Et j'ai commencé par marcher. Après, j'ai marché en position inclinée, puisque les tapis maintenant font des inclinaisons. Puis j'ai couru par bloc de 30 secondes, donc je repartais vraiment de rien, quoi. Et la première fois, je me rappellerai, mais toute ma vie, que je sors et que j'avais un 7 km à faire, donc qui pour moi était le bout du monde, hein, vraiment. Je croise un monsieur en 4x4 et il doit me voir dans la peine, il va dire, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, limite pitié, quoi. Et il s'arrête et il me dit, madame, vous savez, je tenais à vous dire, c'est vraiment bien ce que vous faites. Et je me suis dit, et il m'a parlé pendant 5 minutes et je me suis dit, mais c'est une bénédiction, ce monsieur, je ne sais pas d'où il sort, il est juste en train de me dire qu'il faut que je continue. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, il avait pitié de moi. Donc oui, je suis repartie de zéro. Après, ça revient relativement vite. Et à partir du moment où tu n'as pas engagé trop de poids, et c'est la notion de poids qui est compliquée post-grossesse, voilà, le corps est bien fait et le corps a une mémoire de ce que tu sais faire. Et normalement, globalement,
ça revient assez vite. Ouais, après quelques semaines, ça revient. Hormis la césarienne, c'est vrai que c'est un élément en plus, comme tu l'as dit, à gérer et dont il faut se remettre. Le corps a quand même des bons souvenirs, même si c'est dur. Les 3 premières semaines, le premier mois, t'as fait une grosse pause, c'est dur. Et au niveau de l'entraînement, justement, restons un petit peu là-dessus. Tu l'as dit, ta première sortie en extérieur post-grossesse, c'était 7 km. Comment tu te vois évoluer vraiment en termes de, toi, en termes de sportive, en termes de pratiquante? On l'a compris, tu as un staff qui t'accompagne, tu as un entraîneur qui chapeaute tout ça, donc il t'envoie tes séances. Toi, tu as juste à dérouler les séances et à être engagé dans tes entraînements. Mais est-ce qu'à un moment, tu te retournes et tu te dis, punaise, il y a 3 mois, je faisais 7 km, j'étais au bout de ma vie, je me faisais arrêter par un mec en 4x4 qui me félicitait. Aujourd'hui, j'en suis à 100, 150, 200 km par semaine, quoi. Ouais, c'est progressif. Et après, c'est un truc qu'on décrit vachement bien. Moi, je pense que je suis plus amoureuse, Hermano, du process et de la finalité. Et tu vois, quand tout le monde me dit, non, mais comment tu fais, c'est dur, tu as un boulot à plein temps, tu bosses une 50aine d'heures par semaine, tu as 2 enfants, tu as un truc à côté, tu as un business à côté. Mais en fait, moi, ça ne me pèse pas parce que c'est devenu un leitmotiv et un fil rouge dans ma vie où je ne subis pas. Et le matin, quand je me lève, oui, je connecte comme la plupart des sportifs leur Dolio. Donc, je regarde et je leur dis, très bien, j'ai cette séance à faire. Et je sais que quoi qu'il arrive, à part gros couac, ma séance, je vais la passer parce que j'ai envie et parce que je sais d'où je viens et je sais surtout d'où je veux aller et que je n'ai encore sous le pied. Et je pense que une fois que tu as la motivation, il faut juste s'astreindre. Les jours où c'est plus compliqué, avoir de la discipline. Et le cumul des deux fait que tu peux soulever des montagnes. Bon, on reviendra justement tout à l'heure à la fin du podcast, si je n'oublie pas, sur le chemin, sur le process versus véritablement le défi en lui-même. Donc là, tu avances sur ta préparation. Comment se passe alors, on va pas refaire tes podcasts, évidemment, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as été l'hôte, l'animatrice d'un podcast pour raconter toute cette aventure à l'Endurman. Mais comment est-ce que tu arrives? Combien de temps avant? Et ta préparation finale, à quoi elle ressemble? Alors, la préparation finale sur les 6 derniers mois, c'est une préparation qui est assez dure à encaisser et par la volumétrie et par la contrainte neuro qu'on y met, parce que ça demande énormément de nerveux d'être au taquet sur tous les aspects en même temps. Ne serait-ce que le stage à Lanzarote, tu vois, on n'en parle pas suffisamment. Et Lanzarote, c'est 35 heures de sport en 5 jours pour des amateurs, hein, parce que moi, je reste amateur, dont, je ne sais plus, mais je dirais une connerie, 60 km de nage dans une eau froide. Comme moi, la veille, j'étais à 40 degrés dans le lagon en train de me baigner gentiment, tu vois. Donc les 6 derniers mois, c'est la prépa la plus complexe que j'ai connue et à la fois celle qui m'a le plus appris parce que si j'avais regardé ça un instant T en me disant waouh, je me serais dit je vais jamais y arriver. Et au final, la manière dont Joël a opéré, à savoir de une semaine par une semaine, séance après séance, à un moment donné, tu te lèves le matin et c'est devenu quasi automatique. Tu fais ce que tu as à faire. Ça peut-être 5 heures, 6 heures de vélo. On est monté jusqu'à 12. J'ai fait des runs avec des copains en pleine nuit où tu mets ton réveil, il est 11h45 du soir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre? Je bosse demain à 9h. Je vais courir 6 heures, mais tout va bien. Mais je suis pas tarée. Non, je vous assure, tout va bien. Et au final, en fait, tu te prends au jeu parce que, en plus, moi, je nage dans un club qui est le club des Aquanautes et Hermitage. Et j'ai absolument la totalité des adhérents qui étaient derrière moi et qui voulaient savoir où on en était. Donc, en fait, tu crées une espèce d'énergie positive où le matin, tu arrives au club de natte, mais qu'est-ce que tu as fait hier et comment ça s'est passé et machin, et qu'est-ce que tu ressens et voilà, je pense sur la fin, je me prenais vraiment au jeu et j'étais tellement bien entourée que j'étais bien, quoi. Ça me renvoie quelques années en arrière et waouh, ça fait du bien. J'imagine. Un peu la petite larme qui va commencer à couler, mais bon, bref, on est là pour parler de toi. Ce stage, tiens, tu as raison, on n'en parle pas assez. Parlons-en, restons-y, si tu as le droit d'en parler. Je ne sais pas s'il y a un NDA qui est signé avec l'organe de l'Enduroman, mais il a lieu à quel moment? À quel moment on valide, on te donne le feu vert en fait pour te dire, bon, allez, c'est bon, tu pourras monter sur le bateau et puis surtout, tu pourras prendre le départ à Londres déjà. Alors, le départ à Londres, c'est encore différent parce que c'est compte tenu des conditions météo, on y reviendra, c'est la partie la plus complexe de l'enduro pour moi. Lanzarote, tu dois absolument, alors à Lanza ou pas à Lanza d'ailleurs, effectuer 6 heures de natation en eau froide et officier par quelqu'un qui te le valide. Donc, soit l'enduro, soit des personnes avec lesquelles il travaille, mais en tous les cas, tu dois avoir cette validation-là. À partir du moment où tu as ce carton-là, en gros, tu peux monter sur le bateau. Donc, c'est assez simple.
Faut-il le faire et le paramétrer et que ça soit moins d'un an, enfin maximum 1 an avant la date de prise du bateau effective. Et tout ça, tu l'as déjà parce que tu signes 2 contrats, un contrat avec Enduroman et un contrat avec une personne qui va t'amener en gros des côtes de Douvres à Calais. Et ce ne sont pas des personnes qui sont rattachées à l'enduro, ce sont des personnes qui travaillent pour l'enduro. Ça, au début, c'était compliqué à comprendre de l'extérieur. C'est-à-dire, justement, faisons un petit arrêt là-dessus. Demain, je me réveille, j'ai envie d'aller faire l'enduroman. Qu'est-ce que je dois faire? Et avec qui je parle, Non, mais reste t'entraîner. Non, c'est l'inscription est un peu complexe parce qu'ils donnent peu de visibilité et en fait, ils choisissent les candidats, ce qui me paraît évident. Ils veulent comprendre pourquoi tu es là et pourquoi tu veux faire ça et c'est hyper important pour eux dans la manière dont ils ont construit cette épreuve-là. Et une fois que tu as le feu vert, en fait, ils te prémâchent tout. Tu as juste le bateau est géré par Claire de l'Enduroman, mais c'est une entreprise extérieure qui est spécialiste dans English Crossing Channel, les personnes qui traversent la Manche. Donc, et au final, c'est le pilote qui a raison. C'est encore un peu particulier, ça aussi, mais en gros, Claire peut dire que tu pars et le pilote dit que tu pars pas, tu pars pas. C'est sympa. Ouais, ça me rappelle les chauffeurs de bus à Luxembourg. Les chauffeurs de bus qui montent, qui ne montent pas. Et même qui descend. Ben voilà. Ouais. Et donc du coup, ce stage, alors qu'il soit à Lanzarote ou pas, mais en tout cas, qui doit valider que tu es apte à faire au moins 6 heures de nage en eau froide. D'ailleurs, 6 heures, c'est light, parce que j'en connais pas beaucoup qui ont mis que 6 heures pour traverser la Manche. Donc ça, c'est le green flag, c'est le drapeau vert qui te dit, OK, tu pourras monter sur le bateau. En revanche, l'enduroman, c'est pas que ça. On s'est pas arrêté justement dessus, mais qu'est-ce que c'est que l'enduroman? Alors, l'enduroman, c'est une course qui rallie Londres à Paris en triathlon avec un mode un peu inversé puisque tu commences par la course à pied. Donc, tu cours de Londres aux côtes de Douvres. Ça fait 135 km sur un parcours, et ça, on n'en parle pas suffisamment, qui est pourri. Mais waouh, j'en ai fait de la course à pied. Waouh, mais non, c'est vraiment complexe de par sa difficulté. C'est un parcours que tu fais pas forcément de nuit. Parce qu'à part ceux qui mettent moins de 14 heures, il n'y en a quasiment pas. Et puis, ils te déconseillent de le faire de toute façon, même si tu en as la capacité. Donc, tu as une traversée de nuit. Et c'est des routes qui sont extrêmement isolées, pas forcément avec de trottoirs, donc sur lequel tu dois avoir un point de vigilance qui est assez particulier. Et sur lequel, par exemple, mes 2 accompagnateurs, donc Elina, mon ami et mon conjoint, ont eu par moments peur pour ma sécurité. Parce qu'il fait tellement noir que tu dis waouh, donc il faisait, comme tu disais, des sauts de puce de 3 km en 3 km pour être sûr de me récupérer sur la route. Ensuite, une fois que tu arrives à Douvres, tu as le droit de te reposer un peu. Il y en a qui choisissent de ne pas forcément le faire, mais on te le conseille. Donc, ça s'appelle la T1. Et puis, tu pars de Douvres. Donc, il y a 3 points de localisation sur lesquels les pilotes ont l'habitude d'officier. Donc, ils te déposent sur une plage ou en fonction des conditions météo, sur un escalier. Et de là, tu pars, tu traverses la Manche. Donc, pour rappel, c'est le pilote qui ouvre ta trace. Tu n'as pas le droit de contester, tu n'as pas le droit de toucher le bateau, tu n'as pas le droit de remonter sur le bateau, sinon tu es disqualifié. Tu arrives à Calais, et une fois arrivé à Calais, tu rentres à Paris en vélo. Sympa. La traversée de la Manche, en moyenne, et pour toi, ça représente quoi? Parce que c'est quand même le plus gros de l'enduroman. Toutes celles et tous ceux qu'on a reçus te disent, bon, la partie course à pied, OK, c'est casse-pied, OK, c'est usant, OK, ça te met un petit coup. Mais en fait, c'est pas là que tu sais si tu vas aller au bout de l'enduroman. C'est une fois que tu as traversé la Manche. C'est exactement ça. Donc, pour moi, c'est 13h51. Le record féminin est en 13h41. Donc, pareil, on a eu 2-3 discussions. J'étais un peu dégoûtée qu'il ne me l'ait pas dit sur le bateau et après, tu oublies ça vite. Mais j'aurais su que j'étais à 10 minutes, je serais allée chercher, quitte à me faire des tendinites dans les 2 épaules. Mais c'est pas plus mal qu'il ne me l'ait pas dit, tu vois. Et par contre, j'ai nagé une des distances les plus grandes, je crois, avec Steve, puisque j'ai nagé 62 km 8. Et c'est la trace que le pilote avait choisie parce que c'était des conditions météo qui n'étaient pas du tout favorables, qu'on avait eu déjà 2 annulations les jours précédents et qu'on m'avait dit en montant sur le bateau, alors on y va, mais sache, pas grande, que c'est pas gagné du tout. Et donc, en gros, j'ai fait confiance au pilote et j'ai juste, comme tu l'as dit, déroulé pendant 13h51.
Bon, après, j'imagine que quand tu montes sur le vélo, alors déjà, tu fais pas une transition comme sur un triathlon, hein, même sur un Ironman, tu prends un petit peu ton temps pour passer de la position allongée pendant 13h51 à la position semi-debout sur le vélo. Mais tu te sens comment quand tu sors de 13h, presque 14h dans l'eau salée, quoi? Je sais pas comment te le décrire. Je crois que c'est le souvenir que je garderai toute ma vie. C'est déjà la douleur. Voilà, et c'est pas la douleur de la répétition de l'effort, parce que moi j'avais nagé. Alors, je savais pas nager avant de commencer le triathlon. Ça, c'est la grosse. C'est trop facile, là, bah, évidemment. Non, mais c'est là où Joël a été particulièrement un entraîneur incroyable, parce que quand il m'a vu nager, il m'a quand même dit oui, tu vois. Et c'est là où j'admire le professionnel qu'il est. Je pense que je me serais pas auto-dit oui, tu vois. Les 25 km en plaquette à l'entraînement, tout ça, je savais gérer. Mais le froid, c'est un truc de malade qui peut te faire vriller un cerveau. On me l'avait dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Et l'eau, quand on est parti à Douvres, elle faisait 12 degrés. Quand on est arrivé aux côtes françaises, elle en faisait à peu près 14. Et j'ai eu de la chance, entre guillemets. Donc, je te l'ai dit, la natation n'était pas facile. Et on m'avait dit que les 2-3 premières heures allaient être sportives. Je n'aurais pas eu ça. Je pense que je ne traversais pas. J'ai mis tellement d'énergie et d'un flux à me dire, allez, tu passes ces 2-3 heures qui sont un peu compliquées, qui sont wavy, sur lesquelles tu vas, voilà. J'avais chaud. À partir du moment où la mer s'est calmée, j'ai pris un pic de froid. Toutes les minutes, je me disais, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas possible. C'est pas physiologique du tout. Tu peux pas, ton corps ne va pas résister. Donc moi, vraiment, la partie de la Manche qui m'a le plus stressée et le plus impactée, c'est le froid. Toi, tu as traversé de nuit la Manche? Non, le petit matin, on est parti. On avait rendez-vous à Douvres à 2h du matin. Ouais, donc quand même une partie de la nuit, parce que on n'est pas sur les. Oui, mais ça va du bon côté, tu vois. C'est le soleil qui se lève et pas l'inverse. Ok. Est-ce que tu rencontres des choses, des bêtes, des méduses dans la Manche, ou au contraire, c'est tellement froid qu'il n'y a pas grand-chose? Alors, 3-4 jours avant, on avait rencontré un phoque. On avait fait une natation avec tout mon staff, parce qu'ils sont tous triathlètes. On avait fait une natation qui était un peu compliquée parce que les conditions n'étaient pas top. Et en fait, on s'est rendu compte en ressortant qu'il y avait un phoque qui était juste à côté de nous et que j'avais pris ce phoque-là pour un de mes personnes du staff. Ça nous a valu un gros fou rire. Je crois qu'il s'en rappelle encore. Donc voilà. Dans la Manche, j'ai une méduse qui m'a piqué à la tête. Moi, j'avais absolument tout couvert, dont les mains. Donc, je ne savais pas, mais le matin même, j'avais des gants en néo et Claire m'a dit que c'était autorisé sur une natation à 12 degrés. Donc, elle m'a dit, tu peux faire le choix ou pas de les mettre. Attention à tes épaules parce que nager avec des gants, alors au début, on croyait qu'on partait pour 40 km. Ça peut être contraignant. Mais à l'inverse, ça sera plus confortable pour toi parce qu'en plus, tu n'es pas forcément hyper bien acclimaté. Et voilà. Donc, la méduse m'a chopé le visage et j'ai eu une brûlure sur la joue. Et le reste, j'ai rien vu. Par contre, ce que je ne savais pas, parce que j'avais refusé de faire des recherches sur Internet, j'ai un de mes très bons copains qui est océanologue à La Réunion, qui est passionné par les requins, et qui m'a dit que dans la Manche, il y avait 2 types d'énergumènes qu'il ne fallait pas trop croiser, à savoir les requins mako, voilà, et des orques. Donc, j'ai eu la chance de ne pas les croiser, mais globalement, dans la Manche et sur les personnes qu'on ne trouve pas forcément, il faut savoir qu'il y a des requins et des orques. Comment ça se passe? Alors, tu n'en as pas croisé, mais si jamais il y en avait qui passaient, parce qu'il y a quand même le pilote qui guide le bateau devant, ils les arrêtent, ils font quoi? Là, ils te font sortir. Je pense que globalement, déjà, je pense que le mako, on te dit que quand tu le vois, c'est trop tard. Ouais. Globalement, c'est pas tout à passé. Quand même. Après, l'orque, j'avoue que on ne s'est même pas posé la question. Je suppose que dans ces cas-là, sécurité first et il te faut remonter sur le bateau. Ouais. Et je savais, alors pour les requins, je savais, mais pour les orques, je ne savais pas qu'elles croisaient dans la Manche entre la France et l'Angleterre, parce que finalement, même si ça fait 30 et quelques kilomètres, c'est quand même pas si grand que ça pour qu'il y ait d'aussi gros poissons, quoi. Puis surtout, il y a du trafic. Donc, une orque contre un cargo, je ne sais pas qui gagne. Mais je sais pas. Après, les cargos sont gros quand même, hein, les bateaux de la CMA, c'est pas mal. Hein. On a vu 2 ou 3. Parce que tu t'en croises finalement. Oui. Encore une fois, c'est le pilote qui ouvre la route, donc c'est lui qui décide, mais tu les croises assez loin, suffisamment loin, mais près en même temps pour pouvoir les voir.
En fait, il t'explique globalement pendant le stage qu'il ne faut pas passer à moins de 400 mètres parce que ça peut être problématique à cause des remous. Et du coup, tu peux te faire choper dans des… Voilà. Donc, ça, c'est le pilote qui gère et il ne faut pas se poser de questions sur ça. Après, il y a une fois où ils m'ont fait ralentir et j'ai compris que ça pouvait être problématique. Ils m'ont fait changer de positionnement à côté du bateau. Moi, j'ai tout le temps nagé avec le bateau à ma droite et avec dans ma ligne de vision Audrey, qui était mon médecin, parce que j'avais décidé de nager comme ça. Et à ce moment-là, en fait, quand ils voient la barre, et je la vois, c'est la seule fois où je la vois, ils me disent de ralentir parce que je pense qu'on se rapproche trop vite et qu'il ne s'est pas dégagé. Et donc, du coup, ils gèrent très bien le flux. Ok. Tu l'as dit, quand on traverse la Manche, c'est quand même la partie la plus importante de l'enduroman, on n'a pas le droit à l'assistance. Bon, malgré tout, tu dois quand même boire et manger. Comment ça se passe? Avec une perche? J'imagine que tout le monde a déjà vu une ou deux images. Mais comment tu arrives à bouffer comme ça pendant 14 heures? Alors, la perche, nous, ça ne fonctionnait pas. La perche, elle est homologuée par la Fédération française de natation en eau libre. Et globalement, ça ne marche pas d'un bateau parce que tu as trop de remous. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris des shakers de protéines et des gourdes Morten qui ont un culot qui est resserré, sur lequel on avait attaché des cordes de kite. Et du coup, ils me balançaient les bidons et les petits perroirs avec du solide à l'intérieur. C'est pas la chose la plus facile à faire dans le sens où, mais tu sais qu'il faut que ça rentre. Si la nourriture et le liquide et le solide ne rentrent pas, tu sais que tu ne termines pas. Donc, de toute façon, c'est devenu une obligation. Tu ne te poses pas de questions. Après, il y a une vidéo, on est quelques-unes, où tu me vois une énorme vague m'avaler et j'ai mon shaker à la main. Et donc, du coup, tu manges plus de sel. Voilà, après, ça fait partie du jeu. Ça ne dure pas si longtemps que ça au final. Et tu sais que ça peut arriver. Donc, tu te prépares à ça. Oui, puis j'imagine que tu comptes pas le nombre de shakers au shaker près dans le bateau. Donc, tu perds ton shaker, on t'en renvoie un. Alors, même si c'est pas non plus extensible à vie, tu dois quand même en avoir un ou deux d'avance, non? Oui, mais c'est même pas ça, c'est qu'il est attaché. Donc, de toute façon, même si toi, tu le lâches, si tu veux, il est ramené au centre du bateau avec la corde. Et nous, on avait choisi des cordes fluo. Donc, en gros, tu pouvais pas les perdre. Oui, mais je veux dire, quand tu es en train de boire et puis que ton shaker est avalé, il n'y a plus rien dedans. Ou alors, effectivement, c'est juste rempli d'eau de mer. Donc, c'est impressionnant parce que je pense qu'on ne se rend pas bien compte, même si c'est effectivement un défi qui peut être super sexy, super attirant, super. On ne se rend pas compte de l'immensité que représente la mer, même si c'est tout petit finalement, c'est 30 bornes entre la France et l'Angleterre, et tu te sens, j'imagine que tu te sens vraiment seul au monde, quoi. Tu as le bateau, mais à part le bateau, il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais, tu es seul au monde et vraiment le niveau de tension que mettent les pilotes, tu sens que c'est pas anodin et ils sont stressés pour toi. Moi, c'est ce qui m'a le plus… tu arrives à Douvres le matin à 2h, donc tu les retrouves à peu près à 2h30. Ils te font un signe, donc tu arrives sur la descente là, qui mène au bateau. Et Claire, qui est une personne qui les connaît depuis des dizaines d'années, salue le pilote et le pilote ne le salue même pas. La première question qu'il a, ce monsieur, dans sa bouche, c'est comment s'est passée la course à pied. Donc, t'es là, waouh! Coucou! Enchantée, moi je suis GG. Salut, en fait, je suis là, hein, tu peux me parler aussi à moi? Ouais, j'ai traversé la Manche, coucou! Tu sens dans son visage qui est fermé, etc., que la première chose qu'il veut savoir, c'est que est-ce que je suis dans un état qui est correct physiquement. La plupart des gens qui arrivent au bateau, quand même, en ayant couru 135 km, boitillent un peu. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est une formalité. Et tu comprends rapidement. Alors moi, j'ai eu sa femme en plus et sa fille qui étaient sur le bateau avec moi parce que c'est une histoire de famille, tout ça. La condition primordiale, c'est ils te font traverser sous réserve de garantir ta sécurité. Et rien ne compte. Donc, s'ils doivent faire foirer l'épreuve, ils font foirer l'épreuve. Il n'y a pas de problème. Et après, tu vois que quand je suis remontée sur le bateau et que je leur ai dit putain, mais merci beaucoup, je suis tellement contente. Et tu vois, j'essaie de trouver mes mots parce que tu as quand même les muscles du visage qui sont légèrement paralysés. La première chose qu'il a fait, alors que tout le monde dit qu'il s'est levé, il m'a soulevé parce que c'est un énorme grosse bif, voilà. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit ah mais je suis tellement, tellement, tellement content pour toi, tu peux pas savoir. Enfin, tu dis waouh, c'est dinguerie. Ouais, c'est là que la pression redescend et pas que pour toi. Tu dis quand tu remontes sur le bateau, c'est-à-dire que tu vas pas jusqu'à toucher le sable des côtes françaises? Si, on y va et c'est un peu problématique. Alors moi, ça m'a posé des problèmes parce que j'étais tellement dans le gaz à la fin que je voyais plus grand-chose.
qu'à la base, William et Joël devaient venir me seconder à 2 km des côtes, mais qu'il y avait trop de remous. Donc, les pilotes, encore une fois, qui sont de sécurité, ne peuvent pas sécuriser 3 nageurs. Donc, jusqu'au dernier moment, ils leur ont dit non, vous ne descendez pas, non, vous ne descendez pas. Donc, moi, je commençais à me dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Et j'ai eu froid pendant 13h30. Est-ce que vous voulez bien venir vous mouiller, s'il vous plaît, les gars? Comment ça se passe? Finalement, à 500 mètres des côtes, ils les mettent à l'eau. Et en fait, si tu veux, j'avais plus de force pour nager en regardant devant moi, en water polo. Et donc, j'ai nagé tout droit et je suis arrivée dans un endroit où il y avait énormément de rochers et de galets. Ce qui a rendu le truc quasiment inaccessible pour Damien et Lily qui venaient en face pour me retrouver parce qu'ils étaient juste trop contents d'être là et pour célébrer. Et qu'en fait, donc tu te lèves, tu essaies de te lever parce que tu as encore de l'eau globalement jusqu'aux chevilles. Tu es dans des rochers super glissants avec des algues de partout. Tu lèves les bras pour dire que c'est OK. Tu entends la sirène du bateau. Je me suis rassis 1 minute et après, il fallait rentrer. Donc, ils te font des énormes signes voilà, parce que le bateau, s'il attend trop, il peut s'échouer contre le récif. Donc, voilà, c'est pareil, c'est un moment extrêmement particulier. Mais pour valider, vraiment, personne ne doit toucher. Tu dois toucher le sol, mettre les bras au-dessus de la tête. Voilà, et la sirène retentit et c'est à partir de ce moment-là que tu peux dire que tu l'as validé la manche. Ok, et donc à ce moment-là, tu remontes sur le bateau pour aller au point de rendez-vous parce que j'imagine que quand tu touches les côtes, tu touches pas forcément la côte pile poil à l'endroit où ton vélo est arrivé, quoi. Pas du tout, en fait. Donc, tu es obligé de renager au bateau. Il a attendu à 400-500 mètres des côtes, donc tu as encore 500 mètres à faire. Là, on te remonte. Et globalement, ils te disent que tu as moins de 3 minutes pour te changer parce que sinon, tu es pris de soubresauts et de frissons qui sont incontrôlables. Moi, j'ai un ami, Paul, qui avait eu le record de l'Enduroman en 2024. Qui traverse son combi et il a mis 6 heures à arrêter de frissonner. 6 heures. Non, mais c'est une dinguerie, il faut le vivre. Ouais. Faut vraiment être taré pour se faire des choses comme ça. Hein. Et donc de là, le bateau te prend et il te ramène au port à Calais pour être sûr que les passeports sont bien enregistrés, passer la douane, etc. Ok. Et en termes de décompte du temps, justement, tu disais quand tu arrives à Douvres, tu peux dormir un peu ou enclencher direct sur la traversée. Là, tu touches les côtes. Après, il faut que tu renages pour aller sur le bateau, te changer vite fait, te réchauffer et puis aller au port et après enchaîner sur la suite. Le décompte du temps, il est de quel moment à quel moment? À partir du moment où tu es sous la Marble Arch et à partir du moment où tu arrives aux Champs-Élysées. Ok. C'est tout. Tout compte. Ok. Donc, si tu veux faire et une après, sieste tu as des points intermédiaires. C'est compte dedans, quoi. Ouais. Et nous, on avait choisi de faire 2 grosses nuits en plus entre les deux à cause du faux départ. Ok. Faux départ. Il faut que tu reviennes là-dessus, franchement. On m'a décommandé donc on avait une date et heure de rendez-vous sous la Marble et j'étais en train de me brosser les dents dans mon hôtel qui était à 400 mètres. On était prêt à partir à 1 demi-heure près et le téléphone sonne, il y en a un WhatsApp qui tombe et on nous dit Enduroman annulé. Non, on rigole pas. Non, c'est nerveux. Ouais, c'est nerveux, ouais. Là, voilà. Et pendant 4 jours, 3 jours entiers derrière, on n'a pas su si on partait ou on partait pas. Tu es dans l'obligation de rester sur le sol anglais parce que sinon tu perds ton slot, tout ce qui va avec. Et donc là, attente interminable pendant 3 jours, parqué à Douvres pour savoir si tu pars ou si tu pars pas et dans quelles conditions tu pars. Ok. C'est comme quand tu t'apprêtes à montrer l'Everest. Tu es au dernier camp de base et là, tu attends juste que tu aies une fenêtre météo. Qu'est-ce qui a fait que ça a été annulé pour toi? C'est la météo, justement? La météo était catastrophique. On est arrivé donc, le 30 juin à Calais. Et jusqu'à la fin, on a eu en moyenne entre 4 et 12 degrés, du vent, de la pluie, de la houle. Un vrai bon mois de juillet, quoi. L'enfer. Ils n'avaient jamais vu ça. Ça a peut-être du bon au niveau de la mer, non? Est-ce que des températures basses, ça ne maintient pas un certain niveau de température de l'eau? Ou au contraire, ça partait complètement en sucette? Je ne saurais même pas dire parce que moi, quand je nageais à Calais, je n'avais pas froid. Globalement, mon staff avait un peu froid, mais pas plus. Et par contre, quand on s'est mis à l'eau à Douvres, j'ai mon conjoint et Joël qui sont sortis de l'eau en me disant mais... Et tu voyais que c'était problématique pour eux. Ils ont tenu 20 minutes et c'était dead. Ouais. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit aussi aidant que ça. Mais justement, toi, tu l'as dit, tu es à La Réunion, ça fait 10 ans que tu es installé. Comment tu as préparé ça? Et notamment la nage en eau froide, parce qu'à La Réunion, l'eau froide, je ne sais pas si tu en trouves, à part dans une baignoire avec des glaçons, non? Ben voilà.
Baignoire avec une glaçon. Très bien. Tu as très, très bien résumé. J'ai acheté un ice bath sur lequel on fait des bains de glace très souvent avec les techniques Wim Hof. C'est la première chose. La deuxième, c'est mon patron de l'époque qui s'appelle Eric. Nous a amené faire un team building en Bretagne. Donc, j'ai pu nager au Glénan genre 10 jours avant. Tous les jours pendant 3-4 jours, ce qui m'a bien aidé parce que quand tu nages à 14 en maillot, alors c'était pas des grands bains, mais ça m'a aidé à acclimater mon corps. Et après, je savais globalement que j'avais pas le choix. Donc l'acclimatation, mise à part ça, j'ai rien fait. Bon, j'aimerais bien revenir aussi justement sur toute cette partie-là de l'entraînement. Tu l'as dit tout à l'heure, tu savais pas vraiment nager quand tu as commencé le triathlon. Donc quelques années après, tu te lances sur ton projet Enduroman. Tu traverses la Manche en 14 heures, donc 14 heures dans l'eau à tourner des bras et à battre un peu des jambes, j'imagine. Mais rapidement là-dessus, comment est-ce que tu apprends à nager quand je parle d'apprendre à nager, vraiment d'un point de vue technique, et comment tu en arrives à traverser la Manche sur 14 heures? Tu nageais combien par semaine? Tu avais combien de séances? C'était quoi? Elles étaient construites comment, tes séances? Pareil, il faudrait que tu poses la question à Joël parce que j'en sais rien. Moi, il me disait nage, je nageais, tu vois. Et puis j'essayais pas trop l'ouvrir parce que généralement, quand tu parles, c'est pas bon signe. Non, je crois que j'ai repris les bases. Les 2 premiers Ironman que je fais en 2019, donc je fais Port-Elizabeth en Afrique du Sud et Vichy. Les 3 km 8, je les fais en brasse. Pour te dire à quel niveau je pars de là. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, tout est possible. J'ai réappris à nager. Et je me suis inscrite dans un club là où Joël entraînait et je nageais le mardi, le jeudi et le samedi avec les copains, avec des bons nageurs qui savaient nager. Et au fur et à mesure, j'ai pris en expérience et je me suis fait violence. Il n'y a pas de recette miracle mis à part nager, quoi. Bah, c'est ça, il n'y a pas de recette miracle. Mais comme quoi, même quand on est complètement débutant, complètement amateur, on peut arriver au bout de beaucoup de choses. Et c'est ce que je dis à toutes mes copines qui partent et qui me disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de courir 5 km. » Bah ouais, moi non plus, je n'étais pas capable. Et regarde, en fait, voilà. Aujourd'hui, ça va venir. Entraînement, exactement. Nickel. Et si ça se trouve, leur enduro à elle, c'est de faire 10 km sur la prochaine, tu vois. Chacun ses limites, chacun son niveau de départ. Et puis, c'est juste l'intention que tu mets et la progression que tu as derrière. Ouais, et chacun son défi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de faire l'enduro, de traverser le monde à pied pour se lancer des défis. Peut-être déjà juste aller un entraînement de natation, un entraînement de course à pied, un entraînement de vélo, c'est déjà un premier défi. Et puis un jour, boucler un triathlon, même un XS, c'est un défi. Et puis qui dit peut-être que tu seras piqué par la petite bête et que tu boucleras un enduroman ou des DK Ironman, par exemple. Hein. Il y a un aspect financier aussi à tout ça. Tu l'as préparé sur plusieurs années, ton Enduroman. Tu avais tout un staff qui t'accompagnait. Tu as fait un point un peu sur le budget, sur ce que ça représente? Alors, nous, on part de La Réunion, donc c'est un budget qui est décorrélé complètement parce qu'en plus du budget Enduroman, tu dois rajouter le budget Métropole Réunion. Là où j'ai eu énormément de chance, c'est que ma société a accepté de prendre en charge l'Enduroman. Emma, on a créé une convention de partenariat pour qu'ils puissent me sponsoriser pendant 2 ans. Et donc, ils ont tout pris à leur charge, à savoir le dossard, le staff, la logistique et tout ce qui va avec. Voilà, donc merci la Vache qui rit Réunion. Parce que sans eux. La Vache qui rit sur le logo du podcast et je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour que tout le monde aille l'écouter d'ailleurs. C'est gentil. D'où la petite vache sur le podcast parce que c'est eux qui ont tout financé à 100%. Et grâce à eux, on a pu partir à 5. Excellent. Bon, du coup, tu nous discloses pas, tu nous diras pas à peu près combien ça représente comme budget ou tu sais même pas finalement? Si, je sais. On en parle assez librement avec toutes les personnes qu'on a contactées. C'est à peu près 10 000 €. Ok. Et ça inclut sans compter aussi les allers-retours de La Réunion. Ouais, sans compter les allers-retours, mais parce que mine de rien, faut payer l'inscription, faut payer les pilotes du bateau, faut payer la bouffe, faut payer tout ce qui va autour. C'est pas si énorme que ça, 10 000 finalement. Je suis pas d'accord. 10 000, ça reste un beau billet. Tu en donnes les deux tiers à l'organisation et après, il faut être malin. C'est-à-dire que les lits d'hôtel, on en parlait souvent avec c'est Perrine Fage qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de l'événement. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut être malin dans je prends des annulations qui sont possibles jusqu'au dernier moment, du last minute. Donc, tu vas booker pour tes nuits à Douvres X nuits.
que tu décommandes. Mon staff, ils ont dormi en chambre double, triple, quadruple par moment pour faire en sorte de faire rentrer le budget. Voilà, c'est un peu d'organisation en amont et au préalable parce que sinon, ça peut chiffrer beaucoup plus que ça. Ouais. Ouais, tu vois, moi, effectivement, 10 000, c'est un chiffre, hein, mais je comparais avec le budget que j'ai dû mettre sur la préparation et sur la réalisation de mon défi de traverser la France en courant sur 29 jours et puis les 3 ans de prépa qui vont autour entre les chaussures, le staff, la nutrition, parce que mine de rien, tu manges pas de gel par semaine, quoi. Quand tu prépares sur du longue distance, tu manges beaucoup. Ouais, par contre, je ne te parle pas de la préparation, je te parle juste de l'événement en lui-même sur une durée donnée. Non, la prépa, c'est beaucoup plus que ça et c'est une prépa qui est équivalente à un sportif de haut niveau quasiment parce que quand tu t'entoures, c'est des personnes que tu rémunères et forcément, ça commence à chiffrer vite. Ouais. Super. Bon, tu l'as bouclé, cet Enduroman. Quel numéro d'Enduroman es-tu? C'est le numéro 57. Un numéro que tu vas garder gravé, tu l'as tatoué quelque part chez toi? Alors non, j'ai 15 tatouages, mais j'ai pas le numéro 57. Par contre, j'ai les initiales de mon staff sur le bras gauche, avec des petits cœurs. Oh, c'est mignon. Ça fait un sacré nombre d'initiales à mettre, non? Ça en fait 7, ouais. Je me rappelle, du coup, tu vois. Ils m'ont fait souffrir post-endurance, ouais. Et justement, une fois que tu arrives à l'Arc de Triomphe, qu'est-ce qui se passe? C'est assez confidentiel comme le départ. C'est Audrey qui le dit très bien dans le podcast où elle trouve ça décorrélé parce qu'elle a l'habitude, en plus avec son mari qui a fait X Iron et ses enfants, de grosses arrivées, de gros départs. Elle me dit, mais tu pars. Moi, j'ai envie de crier. Non, mais c'est elle fait l'enduro, elle ne vous rendez pas compte, elle va rentrer à Paris. Mais c'est ma copine, c'est la mienne et tout. Et en fait, les gens s'en foutent, quoi. Tu pars au milieu des touristes à Londres qui sont complètement déconcertés de voir des gens habillés et de courir. Et puis la nuit s'engageant. Et tu arrives à Paris de la même manière. C'est-à-dire que l'entrée dans Paris, Thomas me l'avait décrite en étant dangereuse, mais elle est très dangereuse. Moi, je suis rentrée un vendredi soir, heure de pointe, où les gens sortaient du bureau. Je crois que j'ai rarement vu mon conjoint et mon kiné autant stressés. Limite, ils me hurlaient dessus. Donc, moi, j'étais morte de rire parce que j'étais à 7 km de l'arrivée et que je savais que j'avais bouclé le truc. Ma copine Elina derrière, elle faisait la teuf avec tout le monde au téléphone. Voilà. Il y avait Claire, pareil, dans la voiture qui était décontenancée. Tu viens de faire un truc de dingue. Et il faut quand même faire attention parce que tu as des bus, tu as des pistes cyclables, tu as Paris en travaux. Les gens sont complètement inconscients au volant, il faut se le dire aussi. Voilà. Et puis, tu as le critère de il faut que le vélo reste systématiquement à côté de la voiture parce que sinon, tu peux être disqualifié. Et tu n'as pas trop envie d'être disqualifié à 7 km de l'arrivée. Donc voilà, là où Claire a été super sympa, c'est que globalement, les deux étaient parisiens au volant et en copilote. Et elle a vite compris, elle a dit, peu importe. Le point d'arrivée, c'est là. En plus, on était pendant les JO. Donc, tout était verrouillé, fermé. Tu avais 4 ponts à Paris qui étaient complètement bloqués à la circulation. Donc, elle nous a laissé libre choix de rentrer dans Paris comme on le voulait. Et en fait, tu arrives au bout des Champs-Élysées et tu arrives dans l'indifférence générale. Il faut se le dire, quoi. Tout le monde est là, c'est en train de flâner, ils vont tous boire un verre, mais ils ne s'attendent absolument pas à t'accueillir. J'avais 2 collègues du bureau qui avaient fait une énorme banderole. Donc, ça gênait tout le monde. Elles étaient allées voir la gendarmerie, la police nationale, en leur disant j'ai ma copine qui vient de Londres, elle vient de faire ça, est-ce qu'éventuellement je peux. Donc il y avait une banderole vache qui rit, mais qui faisait genre 10 mètres sur l'Arc de Triomphe, avec des gens qui hurlaient. Il y avait des touristes du coup qui hurlaient mon prénom, mais ils ne savaient pas qui j'étais. Franchement, l'arrivée magique, très très drôle. Ouais, et encore, tu as de la chance parce que tu avais tes potes, ton staff qui était là, qui avait un petit peu préparé le terrain, qui avait un peu organisé. Je me souviens de Cyril Blanchard qui nous dit en fait, tu arrives comme tu pars, c'est-à-dire il n'y a personne, il y avait ma femme, j'ai fait un câlin, on a fait une photo, puis on est parti, et puis voilà, terminé. Mais c'est à peu près ça, il a bien résumé. Ouais. Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Alors, je ne parle pas forcément sportivement parlant, mais qu'est-ce que tu ressors de ce projet, du voyage et pas de la destination? Qu'est-ce que tu emmènes avec toi tous les jours dans ta tête après avoir bouclé un défi comme ça? Il y a une phrase qui est très importante à mes yeux, c'est que tout est possible. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je te disais au début que j'étais vraiment amoureuse du process et pas forcément de la destination parce que moi, je pars de rien. Je suis personne et je suis toujours personne d'ailleurs parce que c'est très drôle après l'enduroman. Beau avoir fait l'enduro, tu te réveilles le lendemain matin,
toujours la même. Hein. Tu es Géraldine, tu as 41 ans, tu as 2 enfants et tu retournes taffer le lundi matin. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui change au final. Mais je crois que je me suis bluffée sur cette capacité à me dire que je partais cette dame-là qui venait d'accoucher, qui ne savait pas courir 7 km. Et puis au final, je boucle l'enduro. Je suis la 13e femme, la 4e française. Et c'est beau, tu vois, de se dire qu'au final, tu n'as pas besoin d'avoir fait du sport depuis que tu as 4 ans pour être bon et performant dans un domaine. Et puis, tu n'as pas besoin d'être forcément très performante pour faire de belles choses non plus, parce que moi, je ne courrai jamais vite. Je nagerai jamais. Tout le monde me dit, mais je ne suis pas nageuse, mais je ne serai jamais nageuse. En Hermano, je ne serai jamais nageuse. C'est OK. Par contre, j'ai traversé la Manche. Ouais. Tu vois? Et tu vois, je pense que c'est presque, et ça c'est très égoïste si je dis ça, parce que j'ai déjà vécu aussi un truc comme ça, mais je pense que c'est presque plus facile, quelque part, de se confronter à soi-même et d'aller au bout d'un défi comme ça, plus que de te retrouver avec 2000 autres gars et filles sur un Ironman et puis te dire, bah, de toute façon, j'y vais juste pour le finir, en fait, parce que de toute façon, il y a 1500 gars devant moi, alors que bah, là, tu fais ton enduro. Oui, tu es là 57, oui, tu en as d'autres qui ont marqué des records, etc., mais tu vas pas pour le record. Tu vas pour te battre contre toi-même et arriver au bout. Et je pense que ce que tu en ressors, ce que tu en retires, c'est autrement plus puissant que de passer la ligne d'arrivée d'un triathlon, quoi. Ouais, après, l'Iron, ça reste un exercice qui est accessible à beaucoup de monde à l'heure actuelle. Tu vois, moi, j'ai plein de copains, du coup, qui, confrontés à l'enduro et de ma prépa, se lancent dans leur premier Ironman cette année et limite, je les envie un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette première ferveur de là où tu vas aller chercher cette ligne d'arrivée où tu te dis qu'au début, c'est inaccessible et puis au final, tu as fait un Iron, une deuxième. Moi, on a fait à Hawaï avec Elina et on se dit, ouais, mais ça sera plus jamais pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ce frémissement du début, là, mais putain, ils vont tous en juin. Ah ouais, première fois. C'est aussi excitant, je trouve. Enfin, chacun son chapitre. Je pense que tout vient à temps. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Je finis toujours comme ça en posant la question, pour toi, comment est-ce qu'on peut devenir triathlète? Toi qui as fait du triathlon et qui a bouclé l'Ironman. Je ne sais pas si tu deviens triathlète un jour. C'est une très, très bonne question. Je pense que tout le monde peut être triathlète s'il en a envie. Il faut juste mettre l'intention et puis j'ai envie de te dire, boucle ton premier dossard et t'es triathlète demain. Merci. Écoute, je valide. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on continue la discussion? Parce que finalement, on aura fait un épisode d'une petite heure. Et je ne vais pas non plus te prendre la journée, même si j'aurais des millions de questions à te poser, peut-être aussi parce que le projet du roman, quelque part, il fait ting-ting chez moi. Mais où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on continue la discussion? Alors, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui s'appelle Géraldine18, mais surtout sur la page Team La Vache qui rit Réunion. Où globalement, on communique avec énormément de sportifs. Depuis 3 ans, j'essaye d'accompagner une dizaine de sportifs à l'année à réaliser leurs défis. Et donc, je les sponsorise via ma marque à La Réunion pour faire en sorte qu'eux aussi puissent atteindre leur Graal. Excellent. Je ne t'ai pas posé une question que je vais te poser avant de clôturer, mais c'est quoi ton prochain projet? Du coup, quand on est enduroman. Alors, j'étais pas sûre de vouloir me relancer dans un projet. Et puis finalement, post-enduro oblige, parce que tu as quand même une période après l'enduro qui est un peu charnière, où tu te demandes ce que tu vas faire, il ne faut pas tomber dans l'autre côté. Je me suis inscrite sur un triple Ironman qui aura lieu tout début juillet, voilà, à Colmar, en Alsace, sur lequel on va essayer d'aller chercher quelque chose de sympa. Tu dis on, parce que là, tu t'engages toujours avec ton staff ou tu as réussi à emmener avec toi d'autres camarades pour ce triple Ironman? Alors, j'ai amené d'autres camarades, mais qui ne sont pas inscrits avec moi sur la ligne de départ, il ne faut pas abuser. J'ai changé de staff volontairement après l'enduro. Page se tourne et j'ai fait le mot reset est mal choisi parce que ce n'est pas du tout ça, mais j'ai choisi de m'entraîner un peu différemment. Et donc, apparemment, tu connais un petit peu mon nouveau coach qui s'appelle Christophe. Non. Je vois pas. Et donc, c'est Christophe qui va m'amener jusqu'à la ligne de départ le 3 juillet prochain. Et voilà. Bon, Christophe, justement, on a enregistré un épisode avec lui qui sera diffusé
mardi prochain au moment où on enregistre, mais où on est revenu justement sur la partie récupération. J'aurais pu te poser aussi la question de comment est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on encaisse, comment est-ce qu'on récupère avant, pendant et après l'enduroman. Mais bon, on se garde ça éventuellement pour un autre moment. Mais c'est vrai que lui, en termes de multiples d'Ironman, il a de la bouteille. Il a légèrement de la bouteille, ouais. Il est impressionnant. Il a un palmarès qui est assez impressionnant. Pourquoi tu as changé de staff? Pour renouveler, pour faire autre chose, parce que tu les as épuisés? Un peu de tout ça. Non, je pense que j'avais la période post-enduro. C'est un peu ce que décrivent les Olympiens. Alors, pas du tout au même niveau, parce que eux, c'est leur métier, moi, pas du tout. Mais tu as quand même un espèce de vide derrière où tu te réveilles le lendemain matin et bah voilà, quoi. C'est fini. Qu'est-ce que je fais après ça? On en avait parlé, on l'avait préparé et je m'attendais pas. Moi, j'ai pris une grosse claque dans la gueule post-enduro. Et donc, l'idée, c'était de se remettre le pied à l'étrier. Et puis, j'ai commencé une prépa qui m'allait plus forcément. Envie de changer d'air, tout simplement. Et puis, 4 ans, on le dit souvent, c'est un cycle et c'est une jolie passe qui se tourne. Bon, eh ben écoute, bon courage pour ce prochain défi. Je te rappellerai, on en reparlera pour savoir comment ça s'est passé et puis ce que vous aurez été chercher. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup, Hermano. À très vite. À bientôt.